campagne Se rétablir ensemble. On a vraiment un beau programme pour vous ce matin, des entretiens qui vont être très intéressants. On va explorer ensemble dans les prochaines 90 minutes le concept d'une juste relance. Avant de partir, par contre, j'aimerais qu'on fasse une reconnaissance territoriale. Donc, ici, moi, je suis à Montréal. Donc, j'aimerais commencer que je suis située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation Kaniakea comme gardienne des terres et des eaux sur laquelle nous nous réunissons aujourd'hui. Et peut-être que chacun et chacune de vous, vous pouvez prendre une minute pour reconnaître le territoire sur lequel vous êtes avant qu'on débute. Et aussi, donc, on est très heureux de lancer cette campagne aujourd'hui. La pandémie de la COVID a commencé pour nous ici au Canada au mois de mars. Déjà, on voyait les impacts sur d'autres régions en Europe, en Asie, et maintenant, on voit vraiment l'impact mondial. Et on parle beaucoup d'une relance juste. Donc, aujourd'hui, on va vraiment regarder cette question. Qu'est-ce que ça veut dire une juste relance? On va regarder différents aspects. Qu'est-ce que ça veut dire de notre foi? Qu'est-ce qu'on peut faire comme Canadiens, Canadiennes pour répondre et assurer qu'on prend soin de tous et toutes? Et aussi l'impact sur les partenaires et les communautés avec lesquelles Développement et Paix travaille. Donc, je sais que plusieurs d'entre vous, vous connaissez Développement et Paix, mais pour ceux et celles qui peut-être ne connaissent pas notre organisation, nous sommes l'Organisation de développement international de l'Église catholique au Canada. On a été fondé en 1967 et on travaille dans plus de 35 pays dans le monde et avec environ 150 partenaires. Donc, nous, on travaille vraiment, on privilégie vraiment de travailler avec des partenaires locaux et avec les communautés et pour entendre leur voix et être en solidarité avec eux. Donc, je pensais commencer avec une petite citation du pape François qui nous donne vraiment il nous situe dans cette pandémie. Donc, ça dit, la pandémie a mis en évidence combien nous sommes tous vulnérables et interconnectés. Si nous ne prenons pas soin les uns des autres à partir des derniers, de ceux qui sont les plus frappés, y compris la création, nous ne pouvons pas guérir le monde. Donc, il faut vraiment réfléchir à comment on peut prendre en compte notre établissement ici au Canada, mais aussi pour notre planète, notre famille humaine. Il faut assurer que ça va être un rétablissement inclusif. Donc, avant de commencer et rentrer dans les entretiens, j'aimerais passer la parole à mes deux collègues, Pascal-André Charlebois, qui est à Québec, et Nicolas Calgora, qui est au Nouveau-Brunswick, qui vont nous faire une prière pour nous. Alors, cette prière est composée d'extraits du moment extraordinaire de prière en temps d'épidémie que le pape François a prononcé sur le parvis de la basilique Saint-Pierre le 27 mars 2020. Moment extraordinaire de prière en temps d'épidémie. Seigneur, dans notre monde que tu aimes plus que nous sommes allés de l'avant à toute vitesse, en nous sentant forts et capables dans tous les domaines. Seigneur, tu nous adresses un appel à la foi, qui ne consiste pas tant à croire que tu existes, mais à aller vers toi
et à se fier à toi. Tu nous invites à saisir ce temps d'épreuve comme un temps de choix. Ce n'est pas le temps de ton jugement, mais celui de notre jugement. Le temps de choisir ce qui importe et ce qui passe. De séparer ce qui est nécessaire de ce qui ne l'est pas. C'est le temps de réorienter la route de la vie vers toi, Seigneur, et vers les autres. Et le Seigneur nous dit, pourquoi êtes-vous craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Avides de gain, nous nous sommes laissés absorber par les choses et étourdir par la hâte. Nous ne nous sommes pas arrêtés face à tes rappels. Nous ne nous sommes pas réveillés face à des guerres et à des injustices planétaires. Nous n'avons pas écouté le cri des pauvres et de notre planète gravement malade. Nous avons continué notre route imperturbable en pensant rester toujours sains dans un monde malade. Maintenant, alors que nous sommes dans une mer agitée, nous t'implorons. Réveille-toi, Seigneur. Face à la souffrance où se mesure le vrai développement de nos peuples, nous découvrons et nous expérimentons la prière sacerdotale de Jésus. Que tous soient un. Amen. Amen. Merci beaucoup, Nicolas et Pascal André, pour cette belle prière, pour nous lancer dans notre discussion aujourd'hui. Donc, aussi, j'ai oublié de m'introduire, de me présenter. Moi, je suis Kelly Di Domenico, je suis directrice des communications et des campagnes à Développement et Paix. Et c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour présenter notre campagne avec mes collègues. On va vous présenter à fur et à mesure. Et juste un peu pour se bien procéder. Pour les questions, vous pouvez utiliser le chat ou la boîte questions-réponses. Comme on n'a pas beaucoup de temps devant nous, on ne va pas prendre des questions à vive voix. Donc, s'il vous plaît, utilisez le boîte chat et la boîte Q&A. Je vois qu'il y a quelques mains levées, donc si vous pouvez écrire vos questions, ça serait très apprécié. Donc, on va partager maintenant avec vous un petit vidéo très court, mais qui nous donne vraiment un aperçu de la campagne et les sujets dans lesquels on va se plonger aujourd'hui. Donc, je demande votre patience juste pendant que je lance la vidéo. Merci.
Donc, le vidéo nous rappelle que vraiment, c'est les plus vulnérables et marginalisés de notre grande... oh, de notre... oh, désolée pour cela. Donc, le vidéo nous a vraiment rappelé que c'est les plus vulnérables et marginalisés de notre grande famille humaine qui vont souffrir le plus les impacts de la pandémie. Donc, et comment nous pouvons répondre en solidarité à aider ces personnes pour assurer que tout le monde peut se rétablir de façon pour pouvoir vivre dans la dignité. Notre première intervention va être avec mon collègue Nicolas, que vous avez vu tantôt, qui est notre animateur pour le Nouveau-Brunswick francophone. Et Nicolas va faire un entretien avec Sabrina De Matteo, qui est directrice adjointe de la Conférence des religieuses canadiennes pour la mission de la conférence et qui s'occupe de la formation. Mais avant de lancer leur entretien, on va faire un petit quiz juste pour tester vos connaissances. Donc, je vais demander à ma collègue Marie-Hélène de lancer le quiz. Donc, combien y a-t-il de principes de l'enseignement social de l'Église? Et vous avez 3 options. Je vois que c'est soit 3, 7, 10 ou 12. Donc, vous pouvez répondre et on va voir les résultats. OK, je vais fermer le quiz. C'est votre dernière chance de répondre. OK, donc si on regarde les résultats, la majorité d'entre vous ont dit qu'il y a 7 principes de l'enseignement de l'Église. Je ne vais pas dévoiler la réponse, je vais laisser Nicolas et Sabrina vous en dire plus sur combien de principes de l'enseignement social de l'Église qu'il y a. Donc, je passe la parole à Nicolas et à Sabrina. Alors, merci Kelly. Bonjour tout le monde. Comme Kelly l'a dit, moi je suis Nicolas Calgora. Je suis animateur au Nouveau-Brunswick, résident à Moncton. Eh bien, merci de venir nombreux à cette rencontre de lancement de notre campagne d'éducation. Et nous allons, Sabrina et moi, explorer évidemment les principes qui composent qui font la doctrine, qui fondent la doctrine de notre Église. Alors, l'entretien va donc tourner autour de ces principes-là. Nous allons essayer Sabrina va nous brosser un peu en quoi ça consiste et puis on va aller plus en profondeur au fur et à mesure. Alors, et nous sommes inspirés, je ne sais pas s'il y a parmi vous qui sont au courant, il y a depuis le début du mois d'août, précisément depuis le 5 août, le pape fait une catéchèse reliée au contexte et il met l'accent sur ces principes de la doctrine. Donc, nous sommes inspirés de ces catéchèses-là pour notre entretien. Alors, dans mon introduction, donc, je parle un peu de ça. La pandémie continue de causer des ravages dans tous les continents en mettant à nu notre vulnérabilité. Donc, le pape souligne l'impact de la pandémie sur notre humanité. C'est pourquoi nous devons garder notre regard fixé sur Jésus dans la foi et l'espérance. J'étais rendu à la conclusion, je m'excuse. On commence par la fin. Les derniers seront les premiers. Oui, c'est ça. Oui. Alors, depuis le 5 août dernier, le pape François
a entrepris une série de catéchèses sur le thème qu'il a intitulé « Guérir le monde ». Donc, vous savez que notre campagne parle de se rétablir ensemble et nous sommes en train de parler de la juste relance. Alors, le pape, lui, il parle de guérir le monde. Donc, nous nous regroupons sur ce plan-là. Donc, comment on va ensemble avec les autres, puisque nous formons une même famille sur la terre. Donc, comment est-ce qu'on va s'entraider pour pouvoir guérir ensemble? Donc, il fait donc référence à la pandémie de la COVID-19, devant laquelle le monde entier s'est mis à genoux. Et je vais le citer, il dit « La pandémie continue de causer des ravages dans tous les continents en mettant à nu notre vulnérabilité, comme je le disais tantôt. » Et dans ces catéchèses, il fait l'analyse des conséquences de cette maladie à travers le monde et des réponses possibles. Alors, le plus intéressant que moi j'ai trouvé, c'est la référence qu'il fait aux principes de notre Église, tels que la dignité de la personne, le bien commun, l'option préférentielle aux pauvres, la solidarité. Donc, il y en a 10. Sabrina va nous brosser un peu et puis vous allez les voir aussi tantôt. Alors, ces principes peuvent nous aider à avancer et à préparer l'avenir. Dans un premier temps, j'aimerais que Sabrina nous dise un peu alors, de quoi il s'agit quand on parle des principes sur lesquels repose notre doctrine, la doctrine de l'Église. Il s'agit de quoi? Merci Nicolas. Bonjour à tout le monde. Là où vous êtes, un peu partout au pays. C'est ça, je travaille pour la conférence religieuse du Canada qui rassemble les leaders des congrégations masculines et féminines partout au pays. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. En fait, j'ai l'impression que je vais probablement un peu prêcher aux convertis quand même parce que je présume que vous avez bien répondu à la question quiz. On va le savoir tout de suite. Les catéchèses dont on parle, la série de catéchèses que le pape François a commencé le 5 août, vous pouvez les trouver sur le site du Vatican en allant dans la section Pape François et audience. Et là, elles sont toutes classées par date. C'est des courtes catéchèses, mais ça vaut la peine de les lire, d'autant qu'il explore à chaque fois un thème de la doctrine sociale de l'Église. Alors, quand on parle de cette doctrine de l'Église, le mot doctrine veut simplement dire l'ensemble de l'enseignement dans notre tradition catholique. Et quand on parle de doctrine sociale de l'Église, à ce moment-là, on parle des enseignements qui concernent la vision chrétienne d'une société juste et d'un développement humain qui se préoccupe de la dignité de toutes les personnes. Mais c'est pas nouveau. L'Église, on le sait, c'est toujours préoccupée de la condition humaine, en commençant par s'inspirer de Jésus lui-même et de la tradition biblique et prophétique. Mais on doit plus particulièrement au 19e, 20e siècle et au pape Léon XIII et au pape Paul VI, des encycliques importantes sur la justice sociale et le développement des peuples. Paul VI disait dans Populorum Progressio, que le développement est le nouveau nom de la paix. Donc, ce sont ces fondements de la doctrine sociale qui ont inspiré notamment la création des Caritas dans le monde comme développement et paix ici. Alors, je reviens au quiz. Tout le monde qui a fait un peu de catéchèse dans sa vie connaît les 7 dons de l'esprit, les 7 péchés capitaux, les 8 béatitudes, les 10 commandements. Mais est-ce qu'on sait vraiment qu'il y a 10 principes de l'enseignement social de l'Église? Je suis pas sûre si vous demandez à votre voisin à la messe que tout le monde le sait sur le bout des doigts. Alors, je les énumère rapidement. C'est une ressource là, que vous pouvez aussi trouver dans les ressources théologiques sur le site de Développement et Paix, je pense qu'on les affiche à l'écran. Donc, la dignité de la personne, le bien commun, la solidarité, l'intendance de la création, donc la protection de la création, l'option préférentielle pour les pauvres, la subsidiarité et le gouvernement, la participation, les droits et responsabilités, la justice économique et la paix. Voilà ces 10 principes qui guident, je dirais, une éthique chrétienne par rapport à notre rapport au monde et au bien commun dans la société. Merci Sabrina. Et vous voyez, pour ceux qui sont bénévoles à Développement et Paix, quand on regarde ces 10 principes, eh bien, vous voyez que nous travaillons, que ce soit le personnel ou le bénévole, nous travaillons
à partir de ces 10 commandements-là. Moi, je dirais plutôt, nous sommes des agents de mise en application de ces principes. Si ces principes sont en quelque sorte comme la théorie qui guide donc, le travail donc, des chrétiens, eh bien, nous, on les met en application. C'est ça qui consiste notre travail. Donc, le fait de penser aux autres ailleurs, alors de penser que, donc, en pensant aux autres ailleurs, c'est que nous les incluons dans notre même famille et nous voulons que ces personnes aussi qui vivent soit de l'injustice ou une situation de pauvreté, eh bien, nous voulons les inclure, donc nous voulons partager ce que nous avons avec ces personnes-là pour qu'elles puissent aussi avoir une décence, pour qu'elles puissent avoir de meilleures conditions de vie. Alors, je m'en vais, Sabrina, demander qu'on puisse explorer un de ces principes-là. On va mettre l'accent sur la solidarité. Alors, la solidarité, aujourd'hui, moi, en lisant le pape, j'ai vu il disait quelque part que cette expression est mal utilisée et que parfois même on l'utilise à toutes les choses. Alors, comment est-ce qu'on peut le comprendre aujourd'hui, surtout en temps de pandémie? Comment le sens de la solidarité peut-il être plus important que d'habitude? Oui, ben écoutez, je vais commencer par laisser la doctrine sociale répondre par cette citation que vous voyez. La solidarité, elle est véritablement une vertu morale, pas seulement un sentiment de compassion ou d'attendrissement pour les problèmes qui sont subis par des personnes près de nous ou ailleurs dans le monde. C'est vraiment une détermination ferme, persévérante de travailler pour le bien commun, parce que nous sommes tous responsables de tous. Alors, c'est pas juste de se sentir solidaire, c'est pas non plus simplement le nom d'un parti politique au Québec, mais la solidarité, c'est en fait de réaliser que nos relations sont fondamentalement, je dirais, redevables les uns aux autres. On est tous responsables les uns des autres. Je pense j'ai l'impression qu'on va sûrement pouvoir approfondir encore cette réflexion avec la prochaine encyclique du pape qui va sortir le 4 octobre en la fête de Saint François d'Assise, qui va s'appeler Tous frères et sœurs, pour nous redire à quel point nos relations sont fondamentalement des relations de communion et de responsabilité. Mais c'est vrai que c'est un mot un petit peu usé. Et surtout, il arrive qu'on l'interprète mal. On peut penser que c'est simplement je suis solidaire parce que, par exemple, j'ai fait un don. Est-ce qu'on est solidaire parce qu'on fait des collectes de denrées alimentaires occasionnelles? Bien sûr, ça exprime une solidarité, mais c'est un exemple de charité à court terme. Ça ne résout pas le problème de la faim et de la pauvreté à long terme. Et pour cela, il faut agir pour la justice en militant pour des politiques qui assurent un revenu de base juste, des produits alimentaires accessibles à juste coût. C'est là que le sens de la solidarité prend le sens d'un travail continu qui est enraciné dans le fait que nous devons nous entraider, que ce soit localement ou que ce soit par une coopération internationale, comme on le fait avec un organisme comme Développement et Paix. Merci Sabrina. Et vous voyez que notre thème se rétablir ensemble cadre justement avec l'idée de solidarité, parce que si la pandémie a rendu l'humanité vulnérable, et on sent qu'il y a des communautés qui sont plus vulnérables, qui sont rendues plus vulnérables que d'autres. Il y a des communautés qui étaient déjà vulnérables, et donc la pandémie a accentué cette vulnérabilité, a accentué cette différence entre les sociétés. Et donc, si nous nous considérons comme des fils et des filles d'un même père, donc c'est-à-dire Dieu, donc nous appartenons à la même famille humaine dans le monde, peu importe où nous nous trouvons sur la terre, eh bien, donc, donc en faisant sien donc cet esprit de solidarité, eh bien, donc, on va chercher des moyens pour pouvoir venir en aide donc les communautés qui sont plus vulnérables, pour que nous puissions nous rétablir ensemble. Merci Sabrina. Alors, on va passer à une question suivante pour faire une analyse des conséquences. Donc, le pape parle aussi des conséquences donc, de cette maladie qui ne sont pas uniquement des conséquences physiques. Alors,
Si tu peux, Sabrina, nous brosser un peu qu'est-ce que tu vois comme conséquence de cette pandémie aujourd'hui? Oui, en quelques minutes rapidement. Je vais y aller à grands traits, puis je pense que les prochains intervenants vont avoir l'occasion d'approfondir un peu. Moi, je dirais que la première conséquence qui est positive, c'est la prise de conscience, en fait, des multiples prises de conscience. Tout d'abord, sur notre interdépendance. Tout le monde l'a souligné, chrétien ou pas, tout le monde s'est dit, mais on est vraiment liés les uns aux autres. On a vu aussi les inégalités locale et mondiale. On a ressenti aussi cette prise de conscience qu'il faut changer et qu'il y a comme comme on dit en anglais, il y a un bouton reset qu'il faudrait peser quelque part pour faire autrement. Et puis évidemment, on sait tous là, le tout est lié qui est le leitmotiv de Laudato Si sur l'écologie intégrale. Enfin, on ne pouvait pas avoir un meilleur exemple que cette pandémie, un meilleur exemple qui est malheureux quand même. Tout est lié, même notre hyper-connexion numérique nous a montré là, qu'on l'était puis qu'on pouvait continuer à l'être. Il y a eu des prises de conscience locales dans le fait de vivre autrement, de ralentir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à se conscientiser à l'importance de l'achat local, même au tourisme local, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas prendre l'avion pour s'en aller n'importe où. On a été plus attentif aux enjeux de souveraineté alimentaire avec l'agriculture locale, mais on a aussi eu encore plus conscience des inégalités sociales, que ce soit des zones chaudes dans des quartiers plus défavorisés, des problèmes sur comment on s'occupe de nos aînés dans des résidences et des infirmeries. Qu'est-ce qui arrive aux itinérants quand on dit « restez chez vous », mais que tu n'as pas de chez vous? Et qu'en est-il des peuples autochtones au Canada? Comment pouvaient-ils gérer cette pandémie là où il pouvait manquer de ressources aussi? Et comment on est solidaire avec d'autres pays où la corruption empêche les gens d'avoir accès aux ressources pour vivre dignement, mais encore plus dans un temps comme ça de crise sanitaire où on sait très bien que des migrants et des réfugiés sont encore plus à risque là où ils sont, dans des camps ou en déplacement. Alors, je dirais que c'est beaucoup cette prise de conscience avec toutes sortes d'autres prises de conscience qui en découlent et qui font en sorte que nous, comme chrétiens, on a cette expression, vous savez, on dit qu'on essaye de lire ou de discerner les signes des temps. Qu'est-ce qu'ils sont? Bien, toutes ces situations que j'ai nommées, puis il y en aurait tant d'autres, sont des appels prophétiques qui nous, encore une fois, là, qui nous renvoient à l'importance du mouvement écologique, à la mobilisation contre le racisme qui a ressurgi dans les derniers mois, à l'importance de la solidarité internationale, à toutes sortes de... On se rappelle que l'Amazonie était en feu l'an dernier à pareille date presque, et là c'est la Californie qui est touchée. On peut repenser à l'explosion du mois d'août au Liban sur fond de corruption politique. Donc c'est autant de situations dont on a une conscience mondiale qui nous appelle à se bouger. Voilà. Et puis ça nous dit aussi que si on veut vraiment avoir cette espérance d'un avenir meilleur qui est enraciné dans notre foi chrétienne, ça appelle absolument une action individuelle et collective pour y arriver. Merci. Une prise de conscience qui appelle effectivement à plus d'action. Ce n'est pas le moment, c'est sûr que on aurait tendance et devant ces conséquences, on aurait tendance à se replier sur nous-mêmes parce qu'on se dit, bon, et on est malade, on n'est plus capable d'aider les autres, mais ça devrait être le contraire. C'est plutôt le moment où il faut plutôt faire plus d'efforts pour pouvoir penser aux autres, penser qu'il y en a qui sont pires que nous, et alors comment est-ce que nous pouvons nous organiser pour pouvoir aider les autres et à sortir de la crise ensemble, à sortir de la meilleure façon. Le pape dit qu'on a deux possibilités de sortir, soit en bien ou en pire. Donc, alors, je pense que la meilleure façon, c'est de sortir meilleur. Alors, pour sortir meilleur, eh bien, il va falloir faire cette prise de conscience pour pouvoir s'entraider et sortir de la crise ensemble. Alors, si ces conséquences que nous venons de citer, qui sont à même de diviser l'humanité, ou bien d'agrandir la différence entre les nantis et les moins nantis, et donc de créer des fossés entre les sociétés.
Alors, comment est-ce que nous, comme chrétiens, comme Église, comme croyants, comment on peut utiliser les principes de notre Église que nous venons d'énumérer dans les précédents propos, comment on peut utiliser ces principes-là, comment on peut les mettre en application pour pouvoir guérir le monde, c'est-à-dire se rétablir ensemble et faire face aux conséquences de la crise. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans les derniers mois, c'est qu'on a, dans toutes sortes de milieux, dans l'Église, dans nos milieux de travail, dans la société en général, on a beaucoup parlé d'un avant la pandémie et d'un après-pandémie. Et je pense qu'on a beaucoup entendu ce discours qu'on ne peut pas revenir à la normale parce que cette normalité d'avant, elle était en fait anormale, parce qu'on épuisait nos ressources, parce qu'on s'épuisait nous-mêmes dans ces modes de vie de surconsommation. Et je crois qu'il y a un désir de construire une nouvelle normalité qui peut nous donner la motivation qu'il faut pour aller de l'avant. Et les principes de la doctrine sociale sont les clés. Ça nous donne un programme. Je n'ai pas le temps, évidemment, de commencer à explorer en détail comment faire. Je crois qu'on le sait et l'important, c'est d'articuler ces enseignements avec notre action comme chrétiens, notre action sociale, politique. L'incertitude du temps présent, tout ce qui se passe avec les rentrées scolaires, la reprise du travail, la progression désastreuse de la pandémie qui continue un peu partout dans le monde, la peur d'une deuxième vague et cet impact qui va être disproportionné là où il y a des personnes déjà marginalisées et appauvries. Ça nous montre que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On entre dans un travail de longue haleine et c'est maintenant, c'est dans entre l'avant et l'après, il y a le maintenant dans lequel on doit enraciner notre action pour cette relance juste, pour se rétablir ensemble. J'aime beaucoup cette idée de se rétablir parce que ça réfère à cette métaphore de la maladie. Comme le dit Saint Paul, nous sommes un seul corps et donc c'est tout le corps qui est malade s'il y a quelques membres qui sont malades. Et pour nous, ça suppose un appel à guérir le monde, à guérir nos relations, à rétablir l'équité et à se concentrer donc sur tous ces principes pour s'assurer que les gens puissent vraiment vivre dans la dignité, qu'on s'occupe préférentiellement des pauvres, qu'on demande une justice économique. Ça veut dire qu'il y a une implication politique. On l'a vu, les ressources qui ont été mobilisées, que ce soit au niveau provincial ou fédéral ici, dans des prestations d'urgence pour pallier aux pertes d'emplois temporaires, ça a provoqué une réflexion sur le revenu minimum garanti, sur le salaire minimum de base. Bien sûr, on sera imposé à l'avenir, on va le payer, on va le payer cet investissement-là, mais ça nous oblige à se recentrer sur l'essentiel, à réfléchir sur le filet social dont on veut se doter ici dans notre pays et aussi à se demander quelle solidarité internationale on veut mettre en œuvre et qu'est-ce qu'on exige de notre gouvernement et de nous-mêmes pour y parvenir. Et c'est seulement en pensant à ce bien commun ici et ailleurs, à notre interdépendance localement et mondialement qu'on va pouvoir y arriver. Et sans toutes ces choses-là, il ne peut pas y avoir de paix. Si on travaille pas en fonction de nos propres droits, de nos responsabilités, eh bien, on peut pas construire cette paix qu'on désire tellement. Et tout ça participe de cette vision de l'écologie intégrale dont on parle depuis plusieurs années. Et donc, c'est l'occasion d'y aller, de faire cette relance juste et d'être, je dirais, aux premières lignes comme chrétiennes et chrétiens. Oui, moi, j'ajouterais à ce que tu viens de dire que effectivement, nous, en tant que chrétiens, mais en tant que membres de développement et pères, qui utilisons ou qui mettons en application ces principes, et la première des choses serait de les apprendre par cœur, je dirais, de les maîtriser, de les connaître. Et plus on les connaît, plus qu'on médite dessus, alors ça nous inspire des actions. Et d'ailleurs, nous allons peut-être organiser des rencontres, soit cet automne ou au courant de l'année, pour voir comment on peut s'approprier ces principes de la doctrine de l'Église et pouvoir travailler ensemble pour pouvoir les mettre en application. Et merci Sabrina. Alors, moi, j'ai prévu
une conclusion avec une citation de la première catéchèse du pape sur, dans cette série de catéchèses autour de guérir le monde. Alors, je vais vous la lire. Elle est du 5 août. La pandémie continue de causer des ravages dans tous les continents en mettant à nu notre vulnérabilité. C'est pourquoi nous devons garder notre regard fixé sur Jésus dans la foi et l'espérance d'un règne de guérison et de salut, d'un règne de justice et de paix. Dans la tradition chrétienne, la foi, l'espérance et la charité sont des dons qui nous guérissent, qui nous rendent guérisseurs et qui ouvrent des horizons nouveaux dans les moments difficiles. Ainsi, nous pourrons transformer les racines de nos infirmités physiques, spirituelles et sociales et guérir en profondeur les maux qui menacent la famille humaine et notre planète. Cela nous amène à réfléchir et à nous interroger sur notre contribution à la guérison de notre monde aujourd'hui. Et l'Église, à la lumière de l'Évangile, a développé donc les principes sociaux fondamentaux tels que la dignité de la personne humaine, le bien commun, l'option préférentielle pour les pauvres ou encore la solidarité qui peuvent nous aider à avancer et à préparer l'avenir. Merci. Merci, Nicolas. Merci beaucoup, Sabrina et Nicolas. Je pense que même si c'était un survol des 10 principes, on voit très bien comment ces principes et particulièrement la solidarité peuvent nous guider dans ce processus de se rétablir, mais je pense qu'on commence à voir ensemble que se rétablir veut aussi dire se transformer en société où tous et toutes peuvent vivre en dignité, en paix et avec la justice. On va maintenant aller plus dans le concret. On va aller regarder vraiment ensemble les impacts de la COVID sur des populations plus vulnérables. Ici au Canada, un peu comme Sabrina a mentionné, il y avait des programmes pour nous aider. Bien sûr, il y en a certains et certaines qui souffrent beaucoup des impacts, mais on va regarder concrètement comment cela impacte les pays du Sud. On va faire un petit quiz avant, encore une fois, juste pour voir un peu nos connaissances. Donc, on va maintenant lancer le quiz. Donc, combien de différentes communautés autochtones y a-t-il en Équateur? Et depuis combien d'années DP est-il présent en Équateur? Donc, je vous laisse répondre aux questions. OK, on va donner 5 autres secondes. Et je vais mettre fin au quiz. Donc, la majorité de vous ont dit qu'il y a 23 différentes communautés autochtones en Équateur et que développement et paix est présent en Équateur depuis 20 et 30 ans. Donc, ça, c'est la majorité des réponses. Vous allez connaître les réponses dans la prochaine intervention. Maintenant, je vais inviter notre conseillère en communication, Marie-Hélène Bachand, qui va faire un entretien avec notre chargé de programme pour l'Amérique latine, Normand Comte, qui lui s'occupe entre autres de la Bolivie, l'Équateur et le Paraguay, mais je pense que comme vous avez vu un peu avec le quiz, on va se concentrer beaucoup sur l'Équateur. Donc, je vous passe la parole, Marie-Hélène et Normand. Merci beaucoup, Kelly. Et donc,
Et donc, exactement, Normand, qui est notre chargé de programme, va nous parler un peu de la situation de l'Équateur. Et peut-être, pour débuter, Normand, moi, j'aurais aimé ça que tu nous parles de l'approche de développement et paix, comment on arrive à concilier notre approche, notre réponse pour soutenir les besoins des communautés dans le court terme, en temps de pandémie, mais tout en s'assurant de développer leur résilience sur le long terme. Et peut-être avant de répondre à cette question, si Normand, tu pouvais nous répondre aux questions, combien de différentes communautés y a-t-il en Équateur et depuis combien de temps on est là, si tu pouvais intégrer tout ça dans ta réponse, ça serait super. Bonjour. Je ne me vois pas, mais j'imagine que je sors bien à la caméra, oui? C'est très bien, on te voit très bien. Je ne vois pas la caméra. Mais juste, tout d'abord, vous remercier de m'avoir invité. Et j'ai regardé dans la barre de conversation, je vois plusieurs prénoms qui sont là, ça me fait chaud au cœur. Pierre, Louise, Ginette, Richard, Violaine. Donc, je suis Alexandra, je suis content d'être parmi vous ce matin. Heureux. Pour le quiz, en démarrant pour le quiz, il y a des questions qui étaient... La réponse 2 était très près. Ça fait plus de 30 ans qu'on est en Équateur. Et on a officiellement reconnu par les structures gouvernementales 14 communautés autochtones. Pourquoi ça fait 30 ans? La question est tout le temps bonne parce qu'on existe depuis 50 ans, plus de 50 ans maintenant. Un élément qu'il faut dire, juste pour clarifier la préparation en partie, on arrive dans un processus de partenariat avec des organisations, avec des personnes au Sud, lorsque la condition le permet. L'Équateur a connu des périodes de dictature jusqu'en 1979. Et de 1979 à 1992, elle a connu plus de 8 présidents. Donc, la transition était difficile, la transition démocratique. Et c'est dans ce contexte-là que nous, on est arrivés en Équateur avec une perspective solidaire. Mais quand on parle de solidarité à développement et paix, puis quand on parle de solidarité lorsqu'on planifie des approbations de projets, c'est toujours une solidarité qui est liée directement à la subsidiarité. On ne va pas là seulement pour apporter les choses, on va là pour travailler avec eux et qu'eux puissent prendre les choses en main. Donc, les solutions, ce sont eux qui les ont, ce n'est pas nous. Nous, on est comme un appui. En solidarité, on apporte des ressources, des moyens et on garde continuellement un échange, un partage d'informations pour rester, pour alimenter ce partenariat. Petite anecdote, au début de la pandémie, j'ai reçu plusieurs communications des partenaires qui étaient vraiment désolés pour qu'est-ce qu'on vivait ici au Canada pour la pandémie. Ils étaient attristés de voir les gens qui étaient affectés par le virus. Ils étaient attristés aussi de voir le nombre de décès au Canada. Rapidement, ça a rejoint l'Afrique, l'Amérique, l'Afrique. C'est devenu international. Ce principe-là de partenariat, qui est basé sur une solidarité, subsidiarité, on ne peut pas les séparer les deux ensemble. Dès le départ, notre travail va là. Notre travail a débuté en Équateur avec tout d'abord avec une organisation des droits humains, parce que dans cette période de transition-là, il y a eu beaucoup d'abus par rapport aux droits humains, spécialement les communautés autochtones et les paysans. Donc, notre organisation, elle a été vraiment un travail de droits humains. On est rapidement arrivé avec la question des paysans et des groupes autochtones. Les groupes autochtones, pour en nommer quelques-uns, Phénocide, FOSIF, Confédération nationale indigène de l'Équateur. On a créé beaucoup d'organisations qui étaient quand même assez grandes, qui couvraient de grands secteurs. Donc, ça a été notre première approche. Aujourd'hui, encore, on peut voir l'implication et l'idée qu'on avait dès le départ, qu'on ne s'était pas trompé, que c'était la bonne idée. Parce que l'Équateur étant constitué majoritairement, c'est sûr que la majorité de la population va s'identifier comme métisse, parce que quand on vient vers la grande ville, on veut essayer d'oublier un peu nos origines pour essayer de s'intégrer, pour se sentir inclus, se sentir part de cette société-là, pouvoir travailler sans être identifié comme personne autochtone, mais largement, la population d'Équateur, c'est des communautés autochtones. La communauté qui va plus ressortir, c'est les Quechua. Les Quechua Purura, où on travaille actuellement dans la zone de Riobamba, dans le Chimborazo. Voilà. J'ai la carte ici. La carte n'a pas apparu, mais si on regarde la carte, on peut voir que nous, on a deux zones d'intervention. On a la zone Sucumbios
Et on a aussi, là, c'est très petit, je n'ai pas écrit mes mots, la carte est très petite. Oui, Gianna, mais il y a aussi toute la question que je viens de parler de Chimborazo dans la zone de Riobamba. Je vais plus m'attarder au deuxième projet. Le premier projet étant le front de défense de l'Amazonie, pour avoir connu des désastres écologiques terribles. Texaco, entre autres, l'entreprise Texaco, a créé un désastre qui fait qu'encore aujourd'hui, les rivières, les eaux, les nappes phréatiques sont complètement contaminées par ce pétrole-là. Donc, tantôt, on parlait d'une chose. Les gens ont profité, on voyait pendant la présentation de cette vidéo, que les grandes entreprises profitaient de la pandémie pour continuer à extraire les choses, pour continuer leur production. C'est vrai dans cette zone-là, on a continué à exproprier. Et il y a eu encore dernièrement des dégâts de pétrole importants dans cette zone. Alors, on travaille avec cette population-là rapidement pour les soutenir d'un premier temps à s'organiser face à la COVID-19. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail de sensibilisation, un travail de leur dire comment faire attention à leur santé. Toutes les mêmes méthodes ici, c'est partagé. Comment prendre le temps de se laver les mains, de garder une distanciation, de faire attention. Pardon? Oui, Normand, sans vouloir t'interrompre, avant qu'on se lance dans le concret de nos projets COVID, je voulais savoir si... Oui, je voulais savoir parce que c'est très intéressant que tu nous as raconté un peu l'historique de notre présence en Équateur. Je voulais savoir de quelle manière est-ce que justement cette approche, ce travail qu'on a fait auprès des communautés autochtones et des paysans, comment est-ce que ça a aidé à construire leur résilience? Puis comment ça fait en sorte que quand la pandémie est arrivée, puis on sait que ça a frappé l'Équateur de façon assez forte au printemps dernier, de quelle manière est-ce qu'elles étaient prêtes à agir face à cette pandémie-là? J'allais boucler ma boucle, mais merci Marie-Hélène. Écoutez, cette vision-là d'avoir travaillé avec des communautés autochtones dès le départ, dans ce processus de démocratisation-là. Aujourd'hui, on a fait qu'on a des communautés autochtones encore pauvres, très pauvres, avec beaucoup de problèmes sociaux. On va les voir un peu plus tard. Mais ça fait qu'on a quand même des organisations, des communautés autochtones plus structurées. Dès le départ des problèmes qu'ils ont vécus, ils savent comment s'organiser entre eux. Il y a des gouvernements locaux qui sont constitués de gens de la communauté même. Donc, ils ont reçu durant toutes ces années-là un renforcement institutionnel important pour les petites organisations, mais aussi pour les communautés comme telles. On travaille beaucoup avec une approche que les gens doivent... La subsidiarité nous dit on doit apprendre nos mains, travailler nous-mêmes, mais on doit aussi interroger nos autorités locales. Et les communautés autochtones en Équateur sont très habiles à se mobiliser et aller questionner les dirigeants parce qu'on sait très bien qu'on peut mettre une clôture autour de chez nous pour se protéger, mais si personne ne fait rien à l'extérieur, on ne pourra pas. On doit travailler à ce que, comme François nous le rappelle, avec tout le monde, entre nous. Et dans ce sens-là, les communautés autochtones se sont mobilisées dans leur travail dès le départ dans cette COVID-là. Mais ils ont travaillé comme ça tout le temps. Depuis le début, on a travaillé. Et c'est pour ça, quand il y a eu la restructuration en 2012, je coupe rapidement, il y a une organisation qu'on a regardée à l'époque, le CIDIS, parce que le CIDIS travaillait avec des femmes les plus appauvries, les femmes quechua, du milieu de Riobamba, là où il y a une des plus grandes zones de concentration d'Autochtones, mais aussi là où il y a une plus grande zone de pauvreté. Le problème de nutrition nutritionnelle pour les enfants de 5 ans et moins est énorme. C'est le plus élevé au pays. Le plus élevé au pays ici en termes d'analphabète. Les gens ont de la difficulté à avoir accès à l'éducation. Donc, nous, on avait regardé dans notre programmation à pouvoir poursuivre le CIDIS. Et encore aujourd'hui, le CIDIS continue ce travail-là depuis le début qui est présent. Merci. Alors, la résilience, elle est présente parce qu'il y a beaucoup de solidarité et les gens savent qu'au bout, quand ils se mettent ensemble, ils travaillent collectivement, ils voient une lumière au bout. Et ça, c'est important pour eux. Oui, puis je pense que c'est important pour eux, c'est important pour nous ici. S'il y a quelque chose que cette pandémie, justement, comme on en parlait un peu plus tôt, nous a fait voir, c'est vraiment comme tout est interrelié, tout est interconnecté, puis c'est seulement en agissant ensemble, en solidarité, qu'on va réussir à passer à autre chose et puis à faire une relance plus juste.
au printemps dernier, justement, donc en plein cœur de cette pandémie, le Développement épais a lancé un fonds COVID pour soutenir certains partenaires parce qu'évidemment, quand la pandémie a commencé à aller plus vers les pays du Sud, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, on a rapidement senti le besoin de les soutenir. Il y a eu beaucoup de demandes des partenaires qui devaient justement adapter la programmation pour répondre plus rapidement et de manière plus adaptée à la situation. Donc, on a débloqué des fonds supplémentaires. S'il y en a parmi vous qui sont intéressés à en apprendre plus là-dessus, vous pouvez aller visiter notre site Internet. On a entre autres un fil de nouvelles qui donne des nouvelles régulièrement sur le travail de nos partenaires pour aider les communautés en temps de pandémie. Et il y a 2 projets donc, qui ont été soutenus en Équateur. Donc, j'aurais aimé ça, Normand, si tu peux nous parler plus précisément de ces projets-là en lien avec la COVID. Je présentais un peu tantôt le travail du Front de défense de l'Amazonie, qui est rapidement des moyens pour aider les gens à très court terme, s'organiser face à cette question de pandémie-là, mais aussi de pouvoir avoir des aliments pour pouvoir se nourrir. Donc, on a passé par une pratique de jardins familiaux, jardins communautaires, mais aussi pour pouvoir permettre aux gens de poursuivre le travail de plaidoyer. Pourquoi? Parce que je vous disais tantôt qu'il y avait eu un problème avec un autre déversement de pétrole dans cette zone-là, dont l'eau est contaminée. Et c'est important que les populations puissent, d'une façon sécuritaire, continuer à revendiquer. Dans la distribution de matériel, etc., il y a eu des masques, entre autres, on parle du masque. Mais c'est d'aider les gens à pouvoir continuer un certain semblant de vie quotidien, comme on a un peu ici, c'est-à-dire ils prennent des mesures de distanciation, ils font leurs rencontres de formation, etc. Ils ont tous 2 mètres entre eux. Et c'est sûr, quand on prend une photo, on n'en voit pas beaucoup, mais dans cette salle-là, j'ai d'autres photos. Il y avait à peu près un groupe de 15 parce qu'ils rencontrent. Ça, c'est ici, on voit José Milan du CEDIS qui est en train de travailler. On voit des groupes de 15 individus à la fois pour éviter justement cette proximité-là entre les gens, mais permettre cette distanciation-là. Donc, ce travail-là du partenaire, du FDA à Socorro et à Origena, permet de poursuivre cette action-là qui est essentielle parce que la grande entreprise n'a pas arrêté ses activités. La grande entreprise poursuit son travail avec une contamination qui est chaque fois plus présente. Ce projet-là, je vais arrêter ici parce que c'est un projet qu'on a depuis 2018 et il s'est développé dans le cadre d'un des axes qu'on a mis de l'avant, la question de la justice écologique. On ne pouvait pas ne pas revenir vers ces gens-là lorsqu'ils nous ont demandé de l'aide. On a trouvé le moyen d'être avec eux. Le CEDIS, c'est plus longtemps. Le CEDIS, on travaille avec eux depuis 1996 parce que c'est un travail vraiment qui vise le renforcement des femmes autochtones, les femmes quechua, plus précisément. Et c'est un travail qui apporte à la fois une solution pour essayer de répondre aux besoins alimentaires, mais aussi aux besoins qui sont reliés à la question de violence des femmes, une violence des femmes extrême, et qui s'est encore plus développée durant cette période COVID-là. Juste pour vous donner une petite statistique, j'en ai, mais je ne dirai pas tout ce matin, mais il y a eu, depuis le début de la crise, on parle ici de mars, il y a eu 38 012 appels au centre d'urgence de Équateur 911 pour des violences domestiques, pour des violences psychologiques, des violences sexuelles, physiques contre les femmes ou les membres d'un noyau familial. Donc, c'est important, mais plus que ça, il y a eu entre mars et juillet 155 appels par jour et on compte jusqu'à ce jour 50 femmes qui ont été assassinées. Profitant à cause de cette situation, bien sûr, qu'on force les gens à être ensemble, il y a eu ça. Donc, cette question-là de la violence des femmes, c'est un sujet qui continue à être à jour dans la formation du CEDIS malgré la situation du COVID. Bien important, la sécurité alimentaire doit se faire dans le projet qu'on a actuellement, qui est un projet en contrepartie avec la Fondation Roncalli. Sabrina sait de ce que je parle, la fondation qui regroupe l'ensemble des communautés religieuses. On est en train de développer un projet en contrepartie pour aider justement dans ce moment de pandémie-là à développer des mesures de sécurité sanitaire. On va voir un peu plus loin, un peu le petit feuillet, les petites brochures qui ont été développées. Mais ce qui est important, c'est qu'on voit ici José
qui est arrivé avec tout son uniforme, évidemment. On demande à nos partenaires de bien se protéger. Après, il y a distribution de masques pour les participants aux ateliers, etc. Mais c'est important de voir dans ce processus-là qu'on a d'abord donné de l'éducation aux gens sur cette question de la COVID-là. Comment mieux se protéger? On a développé aussi des mécanismes, des outils. On n'a pas terminé, mais on va poursuivre lorsqu'on aura plus d'appels de financement. Mais de développer dans cette maison-là, qui sont vraiment modestes. C'est des maisons comme on a connu ici il y a longtemps. Le plancher est en terre battue. Donc, on a développé dans à peu près 125 millions jusqu'à maintenant des éviers. Un, pour pouvoir laver leur vaisselle, etc., mais deux, pour pouvoir qu'ils puissent arriver à la maison, déjà se laver les mains. Et l'eau usée ne va pas pour arroser les plants. L'eau usée est expulsée. Pour justement éviter que le microbe puisse rester sur place. Alors, on a développé ces mesures sanitaires-là qui ont permis aux gens de comprendre. Bon, on voit qu'ici, la photo, ils n'ont pas la distanciation, mais ils sont en train d'apprendre à partir des légumes qui sèment, parce que des fois, il y a des légumes qu'ils ne connaissent pas, à développer des préparations, des cuisines pour un peu un principe de cuisine collective au début. Puis après ça, chacun retourne chez eux pour apprendre à cuisiner avec des nouveaux légumes qui sont dans leur jardin. Important aussi, on travaille avec une éducation. On ne leur dit pas de bon, vous allez planter des pommes de terre, ils plantent des pommes de terre dans le 24 mètres carrés qu'ils sont. On leur apprend à 1 mètre par 3 de développer des productions suffisantes pour être de la salade, du chou, des betteraves, des oignons, des carottes, tous les aliments qu'ils vont garder pour la base, pour leur soupe, pour leur repas, pour qu'ils puissent planter, semer 1 mètre par 3. Ils vont un par un, comme ça, ils ont de la nourriture pendant 2 semaines avec chaque 3 mètres. Le jardin s'étire sur le temps. On voit ici Maria Puccia. Non? Maria Puccia, c'est une dame qui participe au projet du C10. Elle est dans la région de Colta, je ne me trompe pas. Et puis, elle nous remercie. Elle a maintenant plusieurs légumes. Puis, dans le fond, est-ce qu'elle disait merci à Dieu pour tout ce qu'il nous apporte, tout ça? Mais elle était capable aussi de dire que Dieu avait envoyé dans leur vie le C10. Et C10 parle de développement et paix, c'est sûr. Mais cette pandémie bloque, mais les outils et le travail de notre partenaire permet aux gens de poursuivre dans ce travail de résilience qu'ils ont depuis, on pourrait dire, plus de 500 ans, depuis qu'il y a eu l'occupation des colonisateurs. Je ne sais pas si tu veux me reposer une question, Marie-Hélène, pour que je puisse... Oui, bien peut-être juste en quelques minutes, là, parce qu'on a encore d'autres panélistes après à laisser parler. C'est très intéressant parce que justement, on voit beaucoup la crise de la COVID comme une crise sanitaire. Mais là, on voit que la réponse, justement, c'est vraiment une réponse qui va, des répercussions, ça va bien au-delà des enjeux seulement de santé. Oui, évidemment, il faut faire attention, se protéger, les masques, le lavage des mains, mais les impacts de la crise sont beaucoup plus grands. Donc, je me demandais, tu en as fait mention rapidement. Bon, là, on a parlé beaucoup des enjeux alimentaires. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux, défis particuliers auxquels font face les communautés? Je sais que tu nous as parlé de la violence intrafamiliale. Donc, si tu fais juste en parler rapidement, peut-être en 2-3 minutes avant qu'on puisse boucler. Oui, je donnais les statistiques tantôt, mais plus loin, on verra un outil aussi où on appelle le plan de vie. Plan de vie, non, pour les communautés autochtones. Et justement, dans ce travail-là, il y a un des travaux ici qui est fait avec l'Université catholique de Quito. On essaie beaucoup de partenariats. Et on travaille cette question de violence-là faite aux femmes parce que malheureusement, de quelque chose qu'ils ont hérité de leurs colonisateurs, parce qu'on dit que le machisme n'existait pas avant l'arrivée des gens qui arrivaient de l'Europe. C'est encore très présent de par la situation de pauvreté, de violence souvent que l'homme même vit quand il va vers les zones, vers l'étranger, quand il va, par exemple, migrer vers un des lieux que les gens de cette région-là ont migré beaucoup, c'est Guayaquil. Ils ont dû revenir parce qu'ils ont été chassés de Guayaquil, parce qu'on connaît la situation à Guayaquil, c'était désastreux. Ils reviennent chez eux et de cette violence, recommence ce même processus, mais envers sa famille et souvent envers les femmes. Le féminicide est très, très présent en Équateur comme dans d'autres pays. Donc, ce travail-là ne se fait jamais, tout le travail, durant tout le long du travail, sans avoir une participation
On essaie d'avoir une participation juste entre hommes et femmes, mais souvent, pour tout le travail de jardin, familiaux, tout ça, les femmes vont être plus présentes. Donc, on profite de ces moments-là pour avoir des ateliers avec des femmes, où il y a seulement des femmes et il y a une discussion qui est faite et on essaie de favoriser à partir de là une plus grande solidarité. Même si c'est des communautés autochtones, qu'on parle de solidarité, etc., ils ont quand même une vie familiale, puis ils ne sont pas nécessairement une à côté de l'autre. Ils ont des distances assez importantes. Alors, on les amène à parler entre elles, à développer des liens entre elles, à se donner des moyens, des mécanismes pour lorsqu'il arrive des moments de violence, qu'elles puissent essayer de ou envoyer l'enfant ou aller chercher quelqu'un de la communauté qui est plus près. Et on donne aussi beaucoup de formations parce que dans la Constitution équatorienne, on a mis aussi comme la Constitution bolivienne, comme dans d'autres, on dénonce la question de la violence faite aux femmes, la violence conjugale. Il y a des lois pour ça et on offre aussi des formations à travers le CEDIS pour que les gens puissent prendre conscience de ça. Et ces sessions-là sont offertes aux hommes, aux femmes. Il y a même des jeunes qui vont participer. Donc, ce mécanisme de défense, comme on connaît un peu ici, dans les centres de femmes, comment essayer de rejoindre, d'avoir une espèce de téléphone arabe à leur façon. Aujourd'hui, ces communautés-là, tout le monde a des téléphones cellulaires. Donc, ils peuvent être rejoindre rapidement par le téléphone cellulaire lorsqu'il y a un processus de violence. C'est important, dans le processus de formation aussi, on donne plus de place aussi. On essaie de donner plus de place aux femmes. Ce qui n'est pas surpris, il y a à peu près 9 ans, 8 ans, le développement EPA, on avait reçu Juanita. Juanita qui venait de Colta et qui avait accompagné José Milan du CEDIS. Juanita fait partie de ces femmes-là qui ont été formées à travers ces sessions-là. Elle est devenue à un moment donné conseillère dans sa paroisse. Quand on parle paroisse parochiale, on veut dire la petite municipalité, elle est devenue conseillère. Et d'autres femmes ont joué des rôles importants au niveau public. C'est bien sûr que quand elles commencent à jouer un rôle comme ça, quand elles commencent à avoir un gain, de l'argent qui rentre, même chose avec la vente de leurs légumes, il y a un respect qui commence à s'établir entre l'homme et la femme. Il y a un respect automatique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de violence, mais c'est elle qui apporte l'argent, c'est elle qui apporte le grain au moulin. Alors ça vient changer la dynamique. Et ça, on voit des résultats positifs. On voit de la formation des femmes qui prennent plus leur place. Et il y a des femmes aujourd'hui qui se laissent plus intimider. Peu. Ils ne sont pas encore nombreuses. Mais on souhaite que dans une continuité de partenariat, comme nous, on développe avec le CEDIS développe avec les communautés et les communautés essaient de développer entre eux. On espère qu'on va pouvoir arriver à vraiment un changement significatif. Et un petit détail, j'oubliais, mais un des problèmes de la COVID que les gens ont vécu, c'est on parle à peu près de 65 % de gens qui travaillent dans le secteur informel, même dans les petites communautés, qui vont vers les centres pour essayer de vendre leurs produits. Ils étaient empêchés de faire ça. Donc, les jardins ont venu répondre à ce besoin-là pour dire, temporairement, on essaie de rester chez nous, on essaie de garder la distanciation, on cultive nos petits travails, on va pouvoir se nourrir pendant les prochaines semaines pour se maintenir, pour poursuivre cette résilience-là, mais surtout pour permettre aux gens d'avoir gardé une certaine espérance et éviter la répression. Parce que malheureusement, tous les pays d'Amérique latine, mais en Équateur, on le vit ici, les gouvernements ont profité de ça pour reprendre des mesures de répression importantes pour disperser les gens, pour les retourner de force dans leur communauté. Souvent, on les a retournés dans les communautés, aux frontières de leur communauté, puis ils avaient été battus, etc. Donc, on leur permet de vivre ensemble, de garder espérance, de se nourrir, de continuer à se former et quelquefois aussi même d'aller vers les autorités locales pour demander qu'on respecte leurs droits. J'arrête ici. Merci, Normand. Merci. Je pense qu'on pourrait continuer toute la journée à t'écouter. C'est vraiment intéressant. Je vois des commentaires, là, justement, des gens qui disent que c'est intéressant parce que c'est très concret. Donc, ça permet vraiment de comprendre le travail de développement épais. Il va y avoir une brève période de questions à la fin. Les gens, vous pourrez poser vos questions à Normand. Normand est toujours très disponible pour répondre également si vous avez des questions plus tard. Et puis, on essaiera de publier plus d'informations sur l'Équateur, sur notre site Internet pour que les gens puissent en apprendre un peu plus sur toute cette situation. Merci, c'était vraiment juste très une petite seconde. Je vois une question, je trouve intéressante, de Pierre, qui dit que l'Équateur fait actuellement face à des problèmes macroéconomiques, ce qui est vrai. Et comment le développement épais essaie de travailler pour que les communautés puissent avoir accès à une plus grande justice économique. Quand je parlais tantôt du travail de plaidoyer que les communautés font, il y a des budgets
des budgets des gouvernements, des autorités locales pour les communautés, pour essayer d'avoir accès à de l'eau, pour organiser mieux la question de la convivialité au niveau de la communauté. Quand les gens vont faire des représentations, ils savent très bien quels sont ces budgets-là et ils les revendiquent. Et dans certains cas, on atteint un gain de justice. Donc, c'est vraiment micro, c'est pas macro, mais les changements se font dans chaque petite communauté parce que les gens sont conscients de ces questions de corruption et de politique qui avantagent plus les grands que les petits. Donc, les gens travaillent sur ce point-là aussi. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi, Normand. Kelly, on te cède la parole. Bien, merci beaucoup, Marie-Hélène puis Normand. Je pense que votre présentation démontre vraiment comment la COVID a vraiment dévoilé les injustices dans notre société. Dans des situations où il y avait déjà des risques, ça les a vraiment, ça les a fait éclater. Aussi, on voit aussi le lien entre l'environnement et la COVID et la pandémie. Et dans la réponse qu'on doit faire à la pandémie, il faut inclure aussi les conséquences de l'environnement et la justice écologique. Donc, je pense que votre présentation et la présentation de Nicolas et de Sabrina, ça nous donne vraiment envie d'agir, de se lancer dans cette relance juste. Et déjà, on a vu beaucoup de mobilisation au niveau local, national et international qui se fait pour vraiment assurer que nos gouvernements créer des politiques qui sont inclusives. Et maintenant, je vais inviter notre chargée de campagne, Ilana Wright, et notre animateur Pascal André Charlebois, qui est à Québec, animateur pour la grande région de Québec, qui vont faire un entretien et nous parler de comment nous pouvons agir comme Canadiennes et Canadiens sur cette question d'une relance juste. Donc, je passe la parole à Pascal André. Oui, bonjour. Alors, on vient de jeter un regard qu'on peut appeler voir. Tout en voyant, bien sûr, on a un esprit critique. Alors, il y a des moments où on juge. Et il y a un moment qui est suivi qu'on appelle l'action. Alors, on a le plaisir de s'entretenir avec Ilana Wright. Alors, Ilana qui est chargée des campagnes de mobilisation et d'action à développement et paix. COVID-19, se rétablir ensemble. Alors, si on parle de se rétablir, ça veut dire qu'il y a un avant, un pendant et un après. Et dans cet après-là, on a parlé de relance juste. Alors, on va jeter un coup d'œil sur cet appel de relance juste. Et on va jeter un coup d'œil aussi sur une initiative, une campagne confessionnelle qui a pour thème pour l'amour de la création. Relance juste, reprise. Reprise après la pandémie, afin que cette reprise-là soit un catalyseur de changement. S'il y a reprise, ça veut dire aussi redressement. Redressement juste. Alors, Ilana, j'aimerais que tu nous entretiennes sur cet appel à une relance juste, à un redressement juste. Merci, Pascal André. Je suis très contente d'être ici pour vous partager un peu l'importance de saisir ce moment dans le temps. Et on est très, très chanceux au Canada parce qu'il y a déjà un mouvement de la société civile, alors d'organismes écologiques, pour la justice sociale, des groupes autochtones qui se sont mis ensemble, puis ils sont menés par le mouvement climatique, mais c'est un mouvement pour la justice écologique, climatique, mais aussi un mouvement pour la justice sociale. Parce que pour se redresser, pour se rétablir, il faut que
la société civile et le gouvernement et les citoyens se mettent ensemble pour créer un meilleur monde. Et c'est ça le mandat de développement et paix. Alors, c'est vraiment notre moment d'agir. Et on est chanceux aussi d'avoir un plus petit mouvement confessionnel. Alors, une quinzaine d'églises et d'organismes confessionnels se sont aussi mis ensemble pour saisir ce moment. Alors, c'est les groupes confessionnels et les groupes laïcs qui se mobilisent. Et ils le font en ce moment, en fait, en mettant de la pression sur le gouvernement canadien d'assurer que la réponse canadienne à la pandémie et pour rétablissement, excuse-moi, soit une réponse juste. Puis on a déjà vu que le gouvernement, avec la PCU, qui sont capables de réduire la pauvreté des familles. Et on a vu aussi qu'au Brésil, par exemple, ils ont établi un genre de PCU là-bas qui a vraiment diminué le taux de pauvreté au Brésil. Alors, c'est ce genre de politique qui peut vraiment changer les choses. Et ici, on voit les 6 principes pour une relance juste. Et ces principes ont été développés par ce mouvement que j'ai mentionné, ce mouvement mené par le mouvement climatique, mais qui inclut plein de différents organismes canadiens et québécois, et qui se sont mis ensemble pour décider c'est quoi nos priorités, c'est quoi les principes qu'on va pousser, qu'on va mettre de l'avant pour assurer une relance juste et verte. Et alors, c'est vraiment intéressant de voir ces éléments. Puis, surtout pour nous, à Développement et Paix, il y a le 5e, c'est au milieu en bas, c'est renforcer la solidarité et l'équité entre les communautés et les générations au-delà des frontières. Alors, on veut voir une réponse à la pandémie ici, mais on veut aussi voir le gouvernement canadien, on veut voir un engagement beaucoup plus généreux envers les communautés dans le Sud qui sont décimées par la COVID et qui ont besoin de notre solidarité. Je peux continuer, Pascal-André, mais je ne veux pas te dominer, je veux te permettre de me demander des questions aussi. Je crois qu'on vient de perdre Pascal-André et Lana, alors peut-être juste continuer, puis on va essayer de le retrouver. Parfait. Alors, Pascal-André, il m'a mentionné, il m'a demandé il a dit qu'on allait parler d'action. Alors, j'ai déjà mentionné les principes, les mouvements, mais c'est quoi l'action qu'on peut prendre pour assurer cette relance juste et verte? Et c'est vraiment bien parce que ce mouvement confessionnel qui s'appelle « Pour l'amour de la création » a lancé une pétition cet été. Puis on a encore la chance de le signer. C'est une pétition au gouvernement canadien. Et c'est basé beaucoup sur les 6 principes qu'on voit ici, mais ça a notre imprime basée sur la foi. On voit vraiment que c'est une approche des organismes et des organismes confessionnels et des églises. Parce que c'est ambitieux, c'est prophétique. Et ça demande au gouvernement canadien de respecter ses engagements qu'ils ont faits à Paris, au COP 21, et de réduire les émissions canadiennes d'une façon importante. La pétition aussi, ça demande d'honorer les droits des peuples autochtones en respectant le principe du consentement préalable libre et éclairé dans tous les projets d'infrastructure, dans tous les projets énergétiques comme des barrages hydroélectriques, par exemple, et aussi dans la politique climatique. Alors, on veut vraiment assurer que les solutions à la crise climatique ne bafouent pas les droits des peuples autochtones.
La troisième demande dans la pétition, c'est de s'engager à soutenir les mesures d'adaptation et aussi d'atténuation des changements climatiques et d'assurer que les pays du Sud ont du financement pour lutter contre les changements climatiques et aussi qu'ils ont du financement supplémentaire pour toutes les pertes et les dommages qu'ils ont vécus à cause des effets des changements climatiques qu'ils ont déjà vécus. Et la quatrième demande, c'est très intéressant pour nous à Développement et Paix parce que c'est qu'on demande une réponse à la pandémie dans les pays du Sud par l'annulation de la dette multilatérale et aussi par un soutien aux ONG canadiennes, aux ONG internationales canadiennes comme Développement et Paix. Mais cet aspect, cette demande de l'annulation de la dette est vraiment un élément clé pour la réponse dans le Sud. Parce qu'il ne faut pas que dans notre réponse à la pandémie, qu'on prête plus d'argent au gouvernement des pays du Sud et qu'ils augmentent leur dette. En fait, il faut faire une suspension des paiements d'intérêt et il faut annuler des dettes qui ne permettent pas les pays du Sud de pouvoir investir dans leur système de santé quand les systèmes de santé sont extrêmement nécessaires en ce moment. Développement et Paix, certains d'entre vous, je suis certaine que vous avez participé à notre campagne de la Jubilée en 2000, qui a eu un succès important et que le ministre de la Finance, Paul Martin, il avait été un leader pour annuler des dettes des pays plus pauvres, les pays les plus pauvres au monde. Et déjà, il y a le G7, le G20 et aussi le Fonds monétaire international qui ont fait des engagements d'annuler la dette. Et alors ça, c'est quand même un élément important dans cette pétition. Alors, c'est climat, c'est la lutte contre la pauvreté, c'est les droits des peuples autochtones. Ils sont tous dans cette pétition importante et on a jusqu'au 6 octobre pour la signer. Alors, si vous n'avez pas encore signé une pétition parlementaire, Marie-Hélène a mis le lien ici et c'est aussi disponible sur notre site web de la page campagne. Et si vous ne l'avez pas signé encore, je vous encourage et il faut juste le signer, puis après, vous recevrez un courriel. Et il faut juste cliquer dans le courriel pour assurer que votre signature a été vraiment enregistrée. Alors, je vous encourage tous et toutes de le signer, de le partager avec tout le monde dans votre cercle, par courriel, dans vos médias sociaux et d'assurer qu'on a un grand nombre de signatures. Merci beaucoup, Elana. Je pense que ça nous donne déjà des pistes d'action. Peut-être je vais te poser une autre petite question. Comment est-ce que tu vois l'évolution de ces mouvements à travers l'année? Je suis de retour avec vous. Oh, merci, Pascal André. Vas-y, Elana, je te reviens. Dès que la pandémie a commencé au mois de mars, on a vu la mobilisation des ONG et aussi des églises. Et alors, vu qu'ils ont agi rapidement, puis ils ont continué de travailler, par exemple, avec le lancement de cette pétition cet été, et je sais qu'ils vont continuer. Et Développement et Paix est vraiment investi dans cette campagne écuménique qui s'appelle « Pour l'amour de la création ». Et on va continuer de proposer des actions à vous, nos membres. On va vous faire des mises à jour sur cette campagne. Puis on a très hâte de voir comment les églises et les organismes confessionnels comme Développement et Paix peuvent influencer les politiques et la relance à la pandémie. Et Elana, dans la pétition, tu as dit on peut signer en ligne, mais il y a aussi la possibilité pour ceux et celles qui le veulent de recueillir 25 signatures et d'interpeller leurs députés. Tout à fait. Dans notre nouveau contexte où beaucoup de choses se font en ligne ou par téléphone, vous pouvez contacter votre député
Et je vous encourage de le faire par téléphone. Vu qu'on ne peut pas rencontrer nos députés en personne ou en général, c'est plus difficile, vraiment, je vous encourage d'appeler leur bureau et de partager ce message, le message de la pétition avec eux. Vous pouvez soit ramasser 25 signatures, mais vous pouvez aussi juste appeler puis dire que vous êtes un membre de Développement épais et que vous êtes très, très préoccupé par la pandémie et par la réponse à la pandémie dans le Sud et que le gouvernement canadien a besoin de faire plus. Et vous pouvez partager les demandes de la pétition vous-même. Alors, lorsqu'on parle de notre gouvernement canadien, on sait qu'agir localement est important pour pouvoir être en lien avec nos sœurs et nos frères des pays du Sud. On l'a souligné tantôt, hein, tout est relié. Alors, j'aimerais que tu reviennes sur cette question d'importance d'interpeller nos élus, notre gouvernement. Les élus, en ce moment, ils ont un rôle historique à jouer. On sait que ce moment-ci de la pandémie est un moment qui peut être une catalyste pour un Canada plus juste, pour un monde plus juste. Alors, on peut dire ça à nos élus. Vous avez un rôle à jouer. C'est très, très important que vous profitez de ce moment pour changer la façon qu'on fasse les choses, pour assurer que notre planète va avoir un avenir, que les changements climatiques ne vont pas nuire aux populations du Sud et à nous ici aussi. C'est dans nos intérêts d'assurer qu'on continue de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et qu'on respecte les droits des peuples autochtones et qu'on assure l'équité entre les différentes populations. Alors, merci beaucoup, Elana, pour toutes ces précisions. Merci aussi pour cet appel, hein, se rétablir ensemble. Alors, si c'est ensemble, ça veut dire qu'on a tous à mettre l'épaule à la roue à ce moment-là, apporter aussi notre levain hein, pour que la pâte puisse lever. Alors, on va avoir le plaisir, bien sûr, dans les prochaines semaines, de se retrouver pour vivre cette campagne, cet appel COVID-19, se rétablir ensemble. Merci beaucoup, Elana, et je te laisse ajouter les derniers mots. Merci, Pascal-André. Je pense que mon message a été très clair, mais on doit vraiment profiter de ce moment pour changer les choses. Ça fait plus que 50 ans que Développement épais existe, puis vraiment, on lutte pour ça, pour la justice sociale, pour la justice écologique, et c'est notre moment d'agir maintenant. Heureuse action, se rétablir ensemble. Merci beaucoup, Elana et Pascal-André. Je pense que c'est vraiment inspirant de voir qu'il y a des actions que nous pouvons prendre déjà pour faire partie de cette campagne et de demander à nos gouvernements de créer plus de justice sociale en réponse à cette pandémie. Nous avons encore quelques minutes, pas beaucoup, donc on aura peut-être temps pour une ou deux questions. J'en vois une ici pour Normand qui dit a-t-on aussi créé des groupes d'hommes pour les sensibiliser à leur propre violence et pour les aider à développer des outils pour maîtriser cette violence et créer des relations familiales plus harmonieuses? Et cette question vient de Hélène Prévost. Bon, je ne sais pas si on me voit, mais oui, effectivement, j'ai passé rapidement tantôt, mais lorsqu'il y a des ateliers de formation sur les nouvelles lois du gouvernement concernant la violence familiale, concernant la violence faite aux femmes spécifiquement, les sessions qui se disent sont ouvertes à la famille. C'est-à-dire que les hommes arrivent, les femmes, quelquefois des jeunes enfants là, de 14 ans, 15 ans. C'est une priorité. Ça fait partie même de la mission du CEDIS, c'est-à-dire pour lui un développement intégral. C'est où il y a la formation qui s'adresse autant à la femme que l'homme. Et c'est dans cet esprit-là que travaille. Mais on sait qu'il y a une priorisation sur le terrain donnée aux femmes quechua parce que souvent, elles sont seules à la maison et les hommes quittent pour aller travailler vers l'extérieur. Mais ces formations-là sont données. Et un témoignage que je peux vous faire lorsque je vais en mission, lorsque je rencontre, par exemple, des groupes de femmes pour qu'ils puissent me parler d'un projet qu'ils ont eu de faire
boucherie collective pour aller vendre sur le marché, puis essayer de gagner un peu plus de sous pour l'éducation des enfants, la famille, etc. Une des dernières fois que j'avais été, il y avait 24 représentants, dont 4 hommes. C'est pas beaucoup, mais ils venaient à une réunion où il n'y avait pas d'implication de fait, mais c'était leurs femmes. Ils venaient supporter leurs femmes. Ils venaient en solidarité. Donc, il y a un petit changement qui s'effectue, parce que dans les formations, sur les lois qui peuvent protéger ces gens-là, les hommes arrivent. On les invite, et quand, quelquefois, José Milan, que je parlais, c'est qu'il y a plus de problèmes dans une famille que d'autres et que l'homme reste assez discret. À un moment donné, il y a un travail informel qui se fait où il va aller parler avec la personne. Il va lui dire, viens, puis c'est juste positif pour ta famille. Viens à notre rencontre, puis après, on prend le temps de prendre toujours un café, on discute. Donc, il y a une préoccupation du partenaire pour cette question-là. Merci pour la question, parce que c'est super important. Et surtout, ce que je voulais dire tantôt, toutes ces activités-là vont permettre aux gens, autant la question sur la violence que les jardins pour la question de l'alimentaire. Nous, ce qu'on vise, dans le fond, puisque le partenariat vise, c'est vraiment participer à cette relance-là qu'il va y avoir après la pandémie. C'est pour ça qu'on garde les gens à la ligne, qu'on les garde en action dans leur communauté, en leur demandant, bien sûr, la distanciation, mais on les garde actifs. Merci. Merci beaucoup, Normand. Il y a une question ici que peut-être Elana pourra répondre. Pierre Leclerc dit que le Canada ne consacre encore pas consacre seulement 0,27 % de son PIB à l'aide internationale par rapport à son engagement de 0,7 %. Est-ce que ça, c'est une initiative de plaidoyer qui est dans notre revendication ou qu'il y a une mobilisation canadienne autour de cette question-là? Oui, c'est sûr que c'est une très grande préoccupation pour nous tous qui travaillons en développement international. Et oui, on continue d'agir et de faire du plaidoyer pour cela, pour augmenter l'aide internationale canadienne. Et c'est beaucoup la COSI et aussi le Conseil canadien pour la coopération internationale basé à Ottawa qui fait du plaidoyer pour ça. Et on voit une mention de cette demande aussi dans la pétition quand on dit qu'on veut un soutien accru aux ONG internationales canadiennes sous forme de subventions. Le gouvernement canadien n'est vraiment pas généreux. En fait, ils baissent leur aide internationale. Alors, et à chaque fois qu'on milite ou qu'on est en dialogue avec les élus, il faut toujours mentionner ça. C'est essentiel, c'est à la base. Merci beaucoup, Elana. Pour conclure, je vais partager avec vous, on vient juste de mettre en ligne la page web de notre campagne où vous allez trouver nos actions, des ressources, des nouvelles. Je vais partager mon écran tout de suite pour que vous pouvez voir cette belle page. Donc, ici, vous pouvez le voir. Donc, comme vous voyez, il y a différents onglets, engagement, où vous pouvez prendre notre engagement intergénérationnel pour notre maison commune. C'est un engagement qu'on a lancé l'année passée, mais que nous allons continuer cette année pour continuer à encourager les personnes à faire des changements dans leur vie personnelle. Donc, ça fait un très beau complément à la pétition qui est vraiment plus visée de façon politique, mais comme le pape François nous dit, il faut avoir une conversion écologique nous-mêmes à l'intérieur de notre esprit. Vous allez trouver nos ressources. Donc, nous savons qu'il n'y a pas vraiment de matériel qui peut être distribué cette année ou pas beaucoup dans le contexte de la COVID, mais nous avons quand même créé certaines ressources pour impression chez vous ou pour partager par courriel. On a aussi la prière que vous avez entendue au début, aussi une très belle réflexion qui fait des liens entre la pandémie et Laudato Si.
et notre réflexion sur l'écologie intégrale. Donc, je ne vais pas passer à travers tout, mais je vais vous laisser la chance d'explorer. Il y avait une autre question sur les actions en faveur des partenaires d'Afrique. Oui, nous avons fait des engagements aussi avec nos partenaires en Afrique. Si vous visitez notre site et le newsfeed dont Marie-Hélène parlait, vous allez trouver des nouvelles sur nos projets en réponse à la COVID. Donc, vous allez trouver certaines nouvelles aussi sur nos partenaires en Afrique et bien sûr, on va continuer à alimenter ces nouvelles durant l'année, durant la période de la campagne de cette année. Donc, je vous invite vraiment d'aller explorer notre site web et la campagne, de partager dans vos réseaux. On va aussi rester en contact avec vous. On pourra partager les présentations. Le webinaire aujourd'hui va être enregistré et en ligne, donc vous pouvez le partager avec vos amis aussi qui seraient peut-être intéressés par ce webinaire et cette campagne. Il va aussi avoir des rencontres virtuelles dans les différentes régions où on a des membres. Donc, soyez à l'écoute pour l'annonce de ces formations, de ces événements aussi. Donc, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin, de faire partie de cette campagne. On a beaucoup de travail devant nous, mais un travail très inspirant et je crois un travail qui peut vraiment nous mener vers un autre monde, un monde transformé pour qu'on ait une vraie justice qui prend en compte tout le monde et qui prend en compte aussi la création. Donc, je vous souhaite une très belle fin de semaine. C'est une journée, en tout cas ici à Montréal, c'est une belle journée ensoleillée. Donc, allez profiter de cette belle journée et peut-être quand vous êtes dans la nature ou dehors au soleil, vous pouvez réfléchir un peu sur tout ce que vous avez entendu aujourd'hui. Donc, merci beaucoup et si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à soit info@devp.org. Vous pouvez nous trouver sur le site web. Donc, je vous remercie beaucoup et très bonne journée. Et je veux remercier aussi nos panélistes qui nous ont vraiment alimentés avec beaucoup d'inspiration et de contexte sur cette pandémie pour cette campagne. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Au revoir et bonne campagne. Bonne campagne à tout le monde, bonne saison d'automne. Au revoir.